Trump fait face à de nombreuses critiques pour avoir prétendument mal géré des documents classifiés. Avait-il le droit de les déclassifier? C'est ce que pense Trump, mais la réalité est un peu plus compliquée. Bienvenue dans l'émission Amérique dévoilée, je m'appelle Chris Chappell. Dans un épisode précédent, j'ai expliqué comment Trump a été inculpé une deuxième fois pour sa mauvaise gestion présumée de documents classifiés. Si vous voulez en savoir plus sur l'acte d'accusation lui-même, je vous propose un lien ci-dessous. Mais l'inculpation de M. Trump a soulevé de nombreuses questions quant à son pouvoir de déclassifier des informations. M. Trump affirme qu'il en a le pouvoir. À l'époque où le FBI a saisi des documents dans sa résidence de Mar-a-Lago, il a déclaré à Sean Hannity, animateur de Fox News: « Si vous êtes le président des États-Unis, vous pouvez déclassifier en disant simplement que c'est déclassifié. » Même en y pensant et en étant interrogé sur le processus de déclassification. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un processus d'après ce que je comprends. L'acte d'accusation de M. Trump dépeint toutefois un tableau assez sombre lorsqu'il admet sur un enregistrement qu'il a gardé secrètes des informations militaires qu'il n'a pas déclassifiées. Selon les transcriptions audio, M. Trump a déclaré: « Vous voyez, en tant que président, j'aurais pu les déclassifier. » Mais il a ajouté: « Maintenant, je ne peux pas, vous savez, mais c'est toujours un secret. » Certains républicains, comme le président de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, Jim Jordan, soutiennent néanmoins M. Trump. Ils soutiennent qu'il a le pouvoir de déclassifier grâce à la Constitution et à l'affaire Navy v. Egan de 1988. La règle est claire, la référence est Navy v. Egan, une affaire de 1988, une décision unanime de la Cour suprême, dont le juge Blackmun a écrit l'opinion et qui dit que la capacité du président à classifier et à contrôler l'accès aux informations relatives à la sécurité nationale découle de la Constitution. C'est lui qui décide, il est le seul à décider, il a dit qu'il avait déclassifié ce matériel, il peut le mettre où il veut, il peut le traiter comme il l'entend. C'est la loi, c'est la règle. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il fallait penser des commentaires enregistrés de M. Trump sur l'impossibilité de déclassifier des informations, Jim Jordan a éludé la question en insistant sur le fait que l'acte d'accusation était politiquement chargé. Il faut aimer les politiciens qui se contentent de parler d'un sujet secondaire pour éviter de répondre directement à une question qu'ils n'aiment pas. L'argument de Jim Jordan tient-il la route? Accrochez-vous, car contrairement à Jim Jordan, nous abordons cette question de front. L'article 2 de la Constitution américaine désigne le président comme commandant en chef de l'armée américaine. L'arrêt de la Cour suprême cité par Jim Jordan, Navy v. Egan, indique que l'autorité du président en matière de classification et de contrôle de l'accès aux informations relatives à la sécurité nationale découle de cette clause de la Constitution américaine. Mais il convient d'abord de se replacer dans le contexte. L'affaire Navy v. Egan concernait un employé nommé Thomas Egan, qui s'était vu refuser une habilitation de sécurité nationale par la marine américaine. L'un des éléments de l'affaire affirmait les pouvoirs constitutionnels du président américain de protéger les informations classifiées au nom de la sécurité nationale, et que son administration avait un intérêt impératif à ne pas divulguer à Egan des informations relatives à la sécurité nationale. Dans le contexte, il s'agissait donc de la rétention d'informations relatives à la sécurité nationale auprès d'individus, et non de la question de savoir si le président des États-Unis pouvait faire ce qu'il voulait avec des documents relatifs à la sécurité nationale. Pour être clair, tout le monde s'accorde à dire que le président dispose d'une large autorité pour déclassifier des documents. PolitiFact estime que le président est en mesure de déclassifier pratiquement n'importe quoi. Et le New York Times estime que le président peut le faire directement. La question est de savoir quelle procédure, s'il y en a, le président doit suivre pour rendre la déclassification officielle. Certains affirment que l'arrêt de la Cour suprême de 1988 et la Constitution américaine autorisent le président des États-Unis à traiter les informations relatives à la sécurité nationale comme il l'entend. Mais d'autres ne sont pas d'accord. Nombreux sont ceux qui évoquent une affaire judiciaire de 2020 dans laquelle le New York Times a tenté d'obtenir des détails de la CIA après l'un des tweets de M. Trump. Le deuxième circuit a statué dans cette affaire que la déclassification, même par le président, doit suivre les procédures établies. L'American Bar Association affirme que c'est la preuve qu'une procédure formelle est nécessaire pour que les agences gouvernementales sachent avec certitude ce qui a été déclassifié et les décisions mémorisées. Est-ce vrai? J'y reviendrai après la pause. Je vous souhaite la bienvenue. Alors Trump peut-il déclassifier n'importe quoi à n'importe quel moment ou doit-il suivre une procédure? Certains évoquent l'affaire du New York Times contre la CIA en 2020 qui a statué que la déclassification, même par le président, doit suivre les procédures établies. Mais il y a beaucoup de malentendus à propos de cette affaire. Il convient tout d'abord d'examiner un élément cité dans l'affaire, le décret 13526 de 2009 du président Barack Obama.
C'est la partie que les partisans de Trump risquent de trouver décevante. Il prescrit un système uniforme de classification, de sauvegarde et de déclassification des informations relatives à la sécurité nationale. Le décret d'Obama stipule explicitement que le président est une autorité de classification initiale, ce qui signifie qu'il peut décider seul si une information doit être classifiée. Mais lorsqu'il s'agit de déclassifier des informations, le décret n'a jamais mentionné spécifiquement le président comme étant habilité à le faire. En fait, il existe des limitations. La section 3.1 du décret stipule que les informations doivent être déclassifiées ou déclassées par le fonctionnaire qui a autorisé la classification initiale. Si ce fonctionnaire occupe toujours le même poste et possède l'autorité de classification initiale, ainsi que par les successeurs et les personnes habilitées par l'agence d'origine. Le premier point est pertinent pour notre article sur Trump. Ce serait une chose si Trump avait déclassifié des informations pendant qu'il était en fonction et qu'il avait ensuite ramené ces documents chez lui. Mais si ce n'est pas lui qui a classifié les informations à l'origine, il ne serait pas autorisé à les déclassifier à la fin de sa présidence. Du moins en vertu du décret d'Obama. Le décret 13526 donne au président une large autorité en matière de classification et suggère la possibilité d'une large autorité présidentielle en matière de déclassification dans certaines circonstances. Mais il ne prévoit pas explicitement une telle autorité. En d'autres termes, il n'y a pas de baguette magique pour déclassifier les documents en un clin d'œil. Au lieu de cela, le décret fait référence à la consultation préalable des agences de renseignement. On ne sait pas si M. Trump a consulté la communauté du renseignement pour déterminer s'il était dans l'intérêt du public de déclassifier les documents qu'il détenait. Si vous êtes déçu par tout cela, ne vous inquiétez pas. Il est maintenant temps de décevoir tous les autres. N'oubliez pas que recommander des procédures n'est pas la même chose que les exiger. Le décret indique simplement qui peut déclassifier des informations et quelles sont les conditions à remplir. Mais il ne décrit aucune procédure de déclassification. Alors que les agences individuelles et le Bureau de supervision de l'information et de la sécurité ont élaboré des règles supplémentaires sur la manière dont la déclassification doit être effectuée. Aucune de ces procédures ne s'applique au président. En d'autres termes, les limites du décret sont essentiellement des contraintes que le président américain, fort de son autorité constitutionnelle, pourrait tout simplement ignorer. Même les experts juridiques de la communauté du renseignement le reconnaissent. En fait, il est possible que M. Trump ait tout simplement supprimé le décret d'Obama. L'American Bar Association indique que les présidents peuvent modifier ou annuler les décrets. Mais rien ne prouve que M. Trump ait pris des mesures en ce sens pour le décret d'Obama. De nombreux partisans de M. Trump invoquent le Presidential Record Act pour affirmer que M. Trump aurait pu simplement désigner les informations classifiées qu'il a prises comme documents personnels pendant qu'il était président. Mais cela pose plusieurs problèmes. Je vous en dirai plus après la pause. Bon retour parmi nous. Selon les avocats de M. Trump, ce dernier aurait pris une décision de désignation implicite en transportant simplement les dossiers à son domicile alors qu'il était encore président. Les dossiers en question sont donc présumés personnels. Ils ont cité l'affaire Judicial Watch v. NARA pour prouver que M. Trump n'avait pas besoin de fournir des preuves documentaires de ses décisions de désignation. Dans cette affaire, le groupe conservateur Judicial Watch poursuivait la NARA pour obtenir les enregistrements audio d'un entretien entre un historien et l'ancien président Bill Clinton. Le groupe voulait que les bandes audio, qui étaient stockées dans le tiroir à chaussettes de Clinton, soient déclarées archives présidentielles, mais le tribunal a statué contre lui. Le juge a fait valoir que le NARA ne pouvait pas reclasser les enregistrements. Cette responsabilité incombait uniquement au président. Ironie du sort, un avocat de Judicial Watch cite aujourd'hui cette décision pour affirmer que le FBI n'aurait jamais dû prendre de force les enregistrements de M. Trump. Il affirme que le gouvernement devrait perdre l'affaire opposant le gouvernement américain à M. Trump. Si ce n'est pas le cas, il veut les enregistrements de Clinton. Mais plusieurs problèmes se posent. Tout d'abord, la loi sur les archives présidentielles, la PRA, ne donne pas au président les coudées franches pour désigner ce qui est considéré comme une propriété personnelle. Il lui donne seulement le pouvoir de le faire dans le cadre des paramètres définis par le Congrès. Et ces paramètres sont assez nombreux. La PRA concerne les documents que le président lui-même génère ou fait générer personnellement au cours de son mandat présidentiel. Selon la définition de la PRA, les documents présidentiels sont des documents créés par le président ou son équipe immédiate. Si vous pensez que les documents créés par la CIA et le ministère de la Défense comptent, détrompez-vous, la PRA exclut explicitement les documents créés par ces agences. Quant aux documents personnels, ils sont de nature purement privée ou non publique. Il s'agit par exemple de journaux intimes, de journaux ou d'autres notes personnelles,
qui ne sont pas préparés ou utilisés pour ou diffusés ou communiqués dans le cadre de la conduite des affaires du gouvernement. L'acte d'accusation contre Trump ne mentionne pas l'APRA, une loi civile, parce qu'il sait que Trump possède des documents créés par des agences, qui ne seraient même pas considérés comme des documents présidentiels. Voici ce qui pourrait mettre Trump en difficulté. Comme je l'ai mentionné dans ma vidéo explicative de l'acte d'accusation, M. Trump a stocké des documents classifiés liés à 7 agences fédérales, dont la CIA et le ministère de la Défense. C'est ce qui différencie les documents de Trump de l'affaire du tiroir à chaussettes de Bill Clinton. Selon l'acte d'accusation, M. Trump doit répondre de 37 chefs d'accusation, dont 31 pour rétention délibérée d'informations relatives à la défense nationale. Cela représente une accusation par document. Cela élimine toute défense potentielle de PRA. L'un des chefs d'accusation est particulièrement dangereux pour M. Trump. Elle l'accuse de détenir des informations concernant les armes nucléaires américaines. Le document est intitulé « Formerly Restricted Data », mais gardez à l'esprit que cela ne veut pas dire « non classifié ». Selon le département américain de l'énergie, cela signifie simplement que les informations ont été retirées de la catégorie des données restreintes et peuvent être traitées comme des informations classifiées normales. La classification des documents nucléaires relève de la loi sur l'énergie atomique et n'est pas concernée par le décret d'Obama. Ces secrets ne peuvent pas être automatiquement déclassifiés par le président seul et nécessitent, en vertu de la loi, une consultation approfondie avec les agences de la branche exécutive. En théorie, M. Trump aurait encore pu forcer la déclassification des documents en ordonnant au secrétaire concerné de déclassifier les documents et en les licenciant s'ils ne s'exécutent pas. Mais il est impossible d'éviter certaines procédures. Quoi qu'il en soit, Trump ne peut pas déclassifier des informations nucléaires sensibles à sa guise. Certains d'entre vous insisteront peut-être encore sur le fait que Trump a tout à fait le droit de déclassifier même les documents nucléaires et de les ramener à la maison. Même si cela était légal, il convient de se demander si les pères fondateurs qui ont écrit la Constitution auraient été d'accord avec cela. Est-il vraiment acceptable qu'un président ramène chez lui des informations sensibles susceptibles d'affecter la sécurité nationale, juste après avoir perdu une élection? Les conservateurs qui soutiennent Trump seraient-ils d'accord pour qu'un démocrate fasse la même chose que lui? En même temps, pour de nombreux Américains, toute cette affaire ressemble plus à de la politique partisane qu'à une véritable quête de justice. Un moyen d'empêcher un candidat populaire de se présenter à nouveau à l'élection présidentielle. Dans ce cas, il s'agirait d'une ingérence électorale et donc d'une menace sérieuse pour notre système électoral. Nous verrons si les tribunaux créeront un précédent qui remettra les pendules à l'heure quant à la manière dont les présidents peuvent déclassifier des informations. Qu'en pensez-vous? Trump avait-il le droit de déclassifier les documents classifiés? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas que nous dépendons principalement du soutien direct de téléspectateurs comme vous. Si vous souhaitez nous aider à diffuser des informations non partisanes, il vous suffit $1 par épisode sur notre site de financement participatif Patreon. Visitez patreon.com/americauncovered pour en savoir plus. Cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.